Bienvenue. Je vais faire une présentation très rapide de notre ami Patrick, puisque je crois que, comme tu es intervenu juste précédemment, les présentations ont déjà été faites. Et je me doute à peu près que toutes les personnes qui sont là doivent connaître quand même plus ou moins Patrick Chamoiseau. Voilà. Donc on vous propose une petite heure ensemble, en sachant qu'il va y avoir beaucoup de lectures de textes de différents livres de Patrick. Et voilà, donc on va faire un petit survol très rapide de l'univers, pas trop théâtral, pas trop poésie, mais surtout des romans. Et puis entre autres parler du livre Frères migrants. Et on vous invite pour la suite demain, le samedi 7 avril à 20h30, il y a une rencontre co-organisée par la structure littéraire Tu connais la nouvelle et la compagnie Clin d'œil, ce qu'on appelle des bars à texte. Donc là, on parlera un petit peu plus. Voilà. Merci aux Voix d'Orléans de nous avoir conviés pour cette rencontre professionnelle et pour nous amicale. Et Aurélie Audax, donc de la compagnie, va lire aussi quelques textes. Donc né à Fort-de-France, un parcours plus dans l'éducation et dans des études de droit d'abord, et puis ensuite un parcours dans on va dire ce qu'on appellerait maintenant éducateur spécialisé. Oui, plutôt dans le social. Voilà. Le social, je suis une sorte d'éducateur, oui. Voilà. Auteur de romans, donc essais politiques, poèmes, scénarii, théâtre et de contes. Premier roman en 86, Chronique des 7 misères, qui a été édité grâce à un lecteur extérieur d'une maison d'édition et qui a eu un bel avenir par la suite. Oui, il y a eu un très bel accueil. C'était en 86, donc ma première apparition sur la scène littéraire. Et ça a été bien accueilli, avec un très bel article dans le Canard enchaîné, une invitation à apostrophe de Pivot. Je crois que c'était la première fois qu'un Antillais apparaissait chez Pivot. Donc ça s'est très bien passé. Oui. Voilà. L'ami Bernard Pivot, avec qui nous dînions avant-hier, et quand je lui dis qu'est-ce qu'il faut que je dise à Patrick Chamoiseau, il a dit toute mon admiration. Voilà. De ce Chronique des 7 misères, qui a eu 2 prix Kléber Edens et prix de l'île Maurice. Et puis ensuite, je ne vais pas citer donc tous les livres, mais entre autres, le Texaco, naturellement, prix Goncourt en 92. Et puis, un livre dont on va parler tout à l'heure, Frères migrants, plusieurs prix. Dernier prix, ça doit être le prix RFO, je crois, que tu as eu. Oui, ça c'était pour Biblique des derniers gestes. Oui. Un dimanche au cachot. Non, je ne sais plus. Enfin bon, il y a quelques petits prix. Trop de prix. Voilà. Grand ami d'Édouard Glissant, mais je sais que vous en avez parlé tout à l'heure et que notre ami Alexis Ramos a dit des textes d'Édouard Glissant, qui est un peu ton mentor. Oui, on peut dire ça. Un trésor national aussi. On peut raconter national, l'histoire. Oui, toutes les archives de Glissant, c'est-à-dire ses manuscrits, ses œuvres, ses livres, sa bibliothèque, ont été classés Trésor national français. Ouais. Voilà. Et puis, moi, j'ai été naturellement très touché, je ne suis pas le seul, par la trilogie sur l'enfance, l'adolescence. Je ne sais pas si on a les livres ici. Et une espèce d'autobiographie du nous, puisque tu me disais que des Japonais disaient « mais moi aussi, j'ai reconnu mon enfance et tout ça ». Et moi, Berrichon, en entendant parler de l'enfance martiniquaise, ma foi, je reconnaissais aussi des brins d'école, des brins d'adolescence, des brins de jeunes adultes. Oui, l'idée pour moi j'appelle ça plutôt une biographie littéraire. C'est-à-dire qu'en racontant cette période de l'enfance, qui est une période d'imprégnation absolument extraordinaire, c'est pendant l'enfance qu'on perçoit le monde et qu'on s'imprègne du monde. Et donc c'est pendant l'enfance que d'une certaine manière, les structures de la personnalité, de la sensibilité s'élaborent. Donc j'ai voulu chercher dans mon enfance ce qui a fait que j'allais devenir écrivain. Et pas comme je le voulais, avocat ou je ne sais pas quoi, etc. Donc ce que je raconte, ce sont tous les phénomènes, tous les traumatismes, tous les émerveillements qui, petit à petit, allaient me conduire d'abord vers les livres, vers la lecture, et ensuite vers l'écriture. Et tout part de l'enfance. Tout à l'heure, j'écoutais à la radio en venant, et il y avait un monsieur qui vient de tomber du ciel, Jacques Higelin, et qui commençait l'émission sur France Inter en disant « Toute notre vie dépend de notre enfance ». Oui, c'est ça. C'est la période la plus déterminante
là où l'imaginaire se construit et là où toute la base de la sensibilité se construit. C'est d'ailleurs pourquoi quand quelqu'un est attaché à son pays, à sa langue, à son histoire, à son terroir, et qu'il a le sentiment que sans cela, il ne peut pas exister, c'est simplement qu'il y a eu cette imprégnation très très forte qui se faisait auparavant. Maintenant, elle est beaucoup plus déterminante. La période d'imprégnation de l'enfance, elle est beaucoup plus ouverte sur une réalité du monde, beaucoup plus éclatée, transportée par les techniques, les écrans, etc., par une culture qui n'est pas une culture liée à une histoire, un pays, une tradition, une langue, mais une imprégnation plus ouverte. Les enfants de maintenant sont plus aptes à vivre d'une certaine manière la complexité du monde que nous qui vivions des absolus culturels, des absolus traditionnels, etc. Donc la période d'imprégnation est déterminante. Or, l'enfance aujourd'hui, c'est cette période où on découvre immédiatement le monde, immédiatement. Et ça, c'est la grande différence. En tout cas, c'est ce qui fait la modernité de notre perception, en tout cas de notre esthétique. On ne quitte pas l'enfance, on la serre au fond de soi. On ne s'en détache pas, on la refoule. Ce n'est pas un processus d'amélioration qui achemine vers l'adulte, mais la lente sédimentation d'une croûte autour d'un état sensible qui posera toujours le principe de ce que l'on est. On ne quitte pas l'enfance, on se met à croire à la réalité, ce que l'on dit être le réel. La réalité est ferme, stable, tracée bien souvent à l'équerre et confortable. Le réel que l'enfance perçoit en ample proximité est une déflagration complexe, inconfortable, de possible et d'impossible. Grandir, c'est ne plus avoir la force d'en assumer la perception, ou alors c'est dresser entre cette perception et soi le bouclier d'une enveloppe mentale. Le poète, c'est pourquoi, ne grandit jamais aussi peu. Et oui, et les artistes en général. Ce qui fait l'esprit artistique et la démarche artistique, comme la démarche littéraire, c'est le fait qu'on garde de l'enfance ce goût de connaissance, ce goût de la question, cette capacité à être émerveillé par rien, cette capacité à enchanter et à réenchanter le monde, etc. Et progressivement, malheureusement, on perd cette capacité-là. Ceux qui conservent cette capacité d'émerveillement et de questionnement de l'enfance sont des artistes. Et presque tous les artistes, je dis souvent que les artistes sont des athlètes émotionnels, un peu comme l'enfant. L'enfant vit le monde avec des émotions, avec des désirs, avec des projections, avec des enchantements qu'il construit ou qu'il reçoit. Ça, c'est vraiment un état magique que nous perdons. Mais les artistes conservent cela et parviennent à opérer la même mobilisation des affects, des perceptions, des sensibilités pour transformer le réel et dégager des possibles. Et c'est ça qui est le plus important, c'est dégager des possibles. Parce que pendant longtemps, on a cru à l'idée du progrès. Il n'y a pas de progrès. Il y a à certains moments de développement, d'une découverte scientifique, d'une ouverture au monde, on a des possibles qui se dégagent. Mais la régression est toujours envisageable. On ne peut pas croire à un progrès inéluctable. Toutes les accélérations technologiques, le génie biotechnique aujourd'hui, toutes les techniques sur l'ADN, l'intelligence artificielle, ça peut être effectivement une avancée, mais ça peut déterminer des régressions absolument incroyables en termes de sensibilité, en termes d'humanité. Donc il faut absolument se méfier de cette notion de progrès et comprendre qu'à tout moment, la régression est possible et qu'il nous faut véritablement ne pas perdre, ne jamais perdre l'idée que nous nous faisons de ce qu'est un être humain. Et comprendre que cette notion d'humanité est quelque chose qu'il faut à tout moment questionner, qu'il faut à tout moment repositionner parce que ça disparaît très rapidement de nos radars. On voit bien que le fait de laisser mourir des milliers de personnes dans la Méditerranée, c'est que on ne voit plus des êtres humains, on ne sait pas ce que c'est. Donc si on peut supporter que des gens meurent tous les jours par centaines, par milliers, et qu'on fait des lois absolument scélérates pour les contraindre, pour les refouler, etc., c'est qu'on ne voit plus l'humain, on ne voit plus la mort, on ne voit plus l'humanité. Ce qui fait que la démarche artistique doit rappeler, bien sûr, cette humanité, et on peut se dire qu'à l'aube du XXIe siècle, aux portes de l'Europe, la vision de l'humanité a disparu. Donc on voit bien qu'il y a quand même une régression, que l'ombre est terrible. Donc croire qu'il y a un progrès inéluctible, ça c'est une erreur. Il y a toujours des possibles qui nous obligent à être extrêmement attentifs à une éthique, disposer d'une éthique, savoir très précisément ce qui
constitue le plus essentiel dans la vie d'un être humain, qui est le poétique, pas simplement le prosaïque, la survie, le manger, la sécurité, etc., mais véritablement l'amitié, la fête, la danse, la relation à l'autre, se nourrir de l'autre, comprendre que l'autre fait partie de moi et que si je n'ai pas l'autre, je perds une partie du monde. Enfin bon, toute une réalité complexe à laquelle il faut être très très attentif. Ne jamais s'arrêter de militer poétiquement. Ne jamais s'arrêter de militer poétiquement, c'est d'autant plus important que le poétique, c'est véritablement ce qui fait l'essentiel de l'humain. Or, la difficulté, c'est qu'avec le triomphe du néolibéralisme, nous sommes devenus potentiellement, enfin en grande partie, des consommateurs. Notre imaginaire a une approche économique, c'est-à-dire que ce qu'on dit aux enfants dans les écoles, c'est-à-dire devenez les entrepreneurs de votre vie, donc ils vont au plus pressé. Le pouvoir d'achat constitue le seul moyen d'atteindre le bonheur, de se réaliser et le signe de la réussite. Et toutes les autres valeurs ont disparu sous cette capacité du pouvoir d'achat. Moi, j'avais été terriblement horrifié par une grande grève qu'il y a eu en 2009 en Martinique pendant des semaines. Tout le monde s'est arrêté, une grève collective incroyable. Les gens sont descendus dans la rue, les gens chantaient, les gens faisaient des bivouacs, des camps, et c'était du poétique. On chantait, on avait retrouvé le chant, on a retrouvé les contes, une amitié, une solidarité, des choses qui relèvent, une solidarité active, hein, des choses qui relèvent du poétique humain. Et à la fin, qu'est-ce qui a été élaboré pour sortir de cet état poétique? C'était une liste des produits de première nécessité, le prix de la couche, le prix des petits pois, le prix des machins, il fallait baisser les prix, une liste des produits de première nécessité qui allait résumer toute une effervescence poétique. Ce qui fait que cette effervescence poétique, elle a perdu, elle s'est dégonflée pour laisser place à l'imaginaire consumériste et aux pauvretés du système néolibéral. Donc c'est ça qui est important. Il y a un tel dessèchement de l'imaginaire aujourd'hui, de l'imaginaire individuel comme de l'imaginaire collectif, que toute la fonction du théâtre, de la poésie, de la littérature, des arts, c'est de réinsuffler dans les imaginaires cette dimension poétique sans laquelle nous perdons une grande part de notre humanité, en tout cas l'essentiel de notre humanité. Et dans toute, je parlais de la trilogie, Aurélie va nous lire quelques textes sur l'enfance, l'adolescence, qui tournent beaucoup naturellement autour de la mère, et ça doit aider. Il y a une belle phrase, Nathalie Kérien connaît bien aussi connaissait bien notre ami Eugène Guilvic, qui avait écrit « Pour grandir, l'arbre a besoin du sourire de ses racines ». Alors, oui, c'est-à-dire que la métaphore de la racine est liée. La racine, en fait, c'est la période d'imprégnation de l'enfance. C'est là où les assises mentales repèrent un certain nombre de zones de confort. Et après, c'est très difficile de sortir de ces zones de confort. Donc, on reste attaché à son terroir, à sa langue, à sa tradition, à ses goûts, aux saveurs qu'on a éprouvées. Maintenant, ça va changer. Donc, rester dans ces assises mentales montrait cette idée de racine, et on a bien souvent élaboré l'arbre généalogique comme avec un arbre qui a de profondes racines, donc toute la période du terroir d'enfance bien immobilisée, et puis toute la généalogie des grands ancêtres jusqu'à la création du monde. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est le plus incroyable, le plus déterminant, c'est qu'un enfant qui naît aujourd'hui, ou même un individu que l'on rencontre dans l'existence aujourd'hui, ce qui est le plus fascinant, c'est son arbre relationnel. C'est pas l'épaisseur des racines du terroir, quel machin. C'est bien sûr, dans cet arbre, les racines provenant du terroir vont être importantes, mais plutôt que d'avoir de grosses racines très profondes et presque étanches, il y aura un rhizome, c'est-à-dire quelque chose qui s'étend très loin et qui touche à d'autres contrées, à d'autres univers. Et dans les branchages de l'arbre relationnel, il n'y a pas seulement que mes ancêtres ou que la langue qui m'a été donnée, il y a les langues que j'aime, il y a les dieux qui m'intéressent, il y a les gens que j'ai aimés, il y a les lieux, les cuisines, les musiques et tout ce qui constitue les événements de mon expérience au monde se retrouvent dans mon arbre générationnel. Ce qui fait que, on dit l'arbre relationnel pour bien me expliquer la situation contemporaine, mais la métaphore de l'arbre ne fonctionne pas. Il ne faudrait pas un arbre, il faut une structure dynamique qui montre aujourd'hui qu'un individu, il naît de quelque part,
que sa période d'imprégnation est beaucoup plus ouverte qu'auparavant et qu'il a une aptitude, en tout cas un désir possible de vivre des réalités du monde à plus ou moins forte intensité, et que tout ce qu'il va vivre dans sa vie, tout ce qu'il va rencontrer en termes de langue, de tradition, de tout ce qu'on peut imaginer, va constituer une équation absolument irréductible, singulière et imprévisible, qui va constituer la richesse contemporaine. Ce qui fait que les sociétés contemporaines sont des sociétés d'individus qui se construisent tout seuls leur architecture de principes et de valeurs et qui définissent tout seuls, passent avec l'ordre d'une communauté ou le corset symbolique d'une communauté, qui définissent de manière absolument singulière et solitaire leur rapport au monde. Ils choisissent leur langue, ils choisissent leur terre natale, ils peuvent choisir leur sexualité, ils choisissent leur structure familiale. Nous sommes dans cette situation où on a une potentialité extraordinaire offerte à l'individuation, mais le prix à payer, c'est qu'il y a une très très grosse angoisse. Parce que quand on essaie dans une communauté archaïque, on avait un prêt-à-porter existentiel, comment on mange, qui on aime, comment il faut se marier, quelle est la sexualité autorisée. Enfin, on avait un corset qui fonctionnait et qui était confortable. Il suffisait de se couler dedans et puis on n'avait pas... Aujourd'hui, les jeunes, et ça, on peut comprendre les réalités contemporaines si on fréquente cette idée, les jeunes sont précipités sur une grande scène relationnelle avec des accélérations technoscientifiques et ils sont seuls. Il n'y a pas d'absolu qui vient leur dire voici comment on s'habille, voici comment on mange, voici, etc., etc. Ça ne marche plus. Ils doivent se construire dans des flux relationnels et ça provoque de très, très grandes angoisses et de très grandes déperditions. Ça, je le sais en tant qu'éducateur, parce que je vois tous ces jeunes qui s'effondrent, qui n'arrivent pas à vivre cette vie et qui vivent une angoisse incroyable, qui ne vivent pas la situation relationnelle comme il faudrait. Ce qui nous montre l'importance, effectivement, de la culture, c'est-à-dire des politiques culturelles. Aujourd'hui, on peut mesurer la barbarie d'une société ou d'une politique à la place accordée à la culture. Vous examinez dans un plan politique la place accordée à la culture, vous voyez tout de suite si vous êtes dans la barbarie économique ou si vous êtes dans le poétique humain. Et la place donnée à la culture, elle est très importante parce que c'est par la culture, les stimulations esthétiques et culturelles que l'on pourra être initié à la situation relationnelle et apprendre à se tenir debout dans un espace culturel où il n'y a pas une langue, mais plusieurs langues, où il n'y a pas une histoire, mais 1000 histoires, où il n'y a pas une vision du monde, mais un entrelacement de visions du monde, où il n'y a pas une fixité, mais une mobilité erratique et imprévisible. Toute cette réalité relationnelle, ça fait partie des grandes dynamiques de l'esthétique contemporaine, pour le théâtre, pour la poésie, pour la littérature. Est-ce que l'homo economicus va tuer l'homo sapiens ? L'homo economicus, c'est véritablement une pauvreté. Il n'y a pas, ce qui s'est produit, c'est qu'il n'y a pas de communauté humaine sans la dimension économique. Chaque fois qu'on a eu une communauté ou une société ou une ville ou une culture, on a toujours eu une économie, c'est-à-dire des dons, des contre-dons, des échanges, enfin bon, une petite réalité économique. Mais quand on voit... Si on voit l'arche des valeurs qui était instituée par les communautés anciennes, vous voyez les grands textes anciens de l'Antiquité, l'économie, personne ne parle de l'économie, on évoque d'autres valeurs. On a des héros, on a de la solidarité, on a du courage, on a toute espèce de choses qui exaltent l'humain, et on a des dieux, on a du sacré, on a des symboles, mais il n'y a pas d'économie. Et pourtant, les réalités économiques, ça circulait. Ce qui s'est produit, c'est que dans l'arche magnifique qui couvrait tout le poétique humain, le conscient, l'inconscient, le rationnel, l'irrationnel, qu'est-ce qui s'est passé ? Le principe économique a tout effacé. Et il n'y a plus que l'économie qui définit, je dirais, la justesse économique. Si vous faites un discours politique qui ne soit pas un discours économisant, vous passez pour un farfelu. Si vous parlez d'amour, de solidarité, d'amitié, de rencontre, d'exaltation ou de d'effervescence de la différence pour construire l'unité, là, vous passez pour un utopiste. Et c'est ça la grande pauvreté. Donc l'économie a effacé toutes les autres valeurs. Nous sommes devenus homo economicus et c'est notre pouvoir d'achat qui détermine notre degré de réussite et finalement notre cheminement vers le bonheur. Et ça, c'est la plus grande pauvreté qui soit. Parce que quand l'individu est réduit à la dimension consumériste, quand son bonheur, son désir, son grand désir de réalisation est réduit à son pouvoir d'achat et à sa capacité de consommer, qu'est-ce qui se passe ? On le voit.
C'est-à-dire que la brique fondamentale de la démocratie, c'est l'individu. La démocratie fait le pari qu'on a un niveau de conscience et de connaissance chez un individu qui nourrisse le débat public et qui fasse avancer les choses. Mais quand tout a été réduit au niveau consumériste, l'humain disparaît. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que ce soit le système néolibéral qui produise autant de barbarie concernant le migrant. Mais tout le reste s'effondre. Les démocraties deviennent complètement erratiques. On va élire des Trump, on va élire toutes sortes de créatures. Toutes les démocraties deviennent autoritaires alors que les gens ont voté. Donc ça montre bien que comme on a perdu la complexité individuelle et la richesse individuelle, on a un appauvrissement et un danger mis immédiatement actif en ce qui concerne la démocratie. Et l'effondrement de l'imaginaire individuel crée aussi un certain nombre de problèmes dans pratiquement tous les domaines. Ce qui fait que la politique culturelle la plus déterminante aujourd'hui, c'est véritablement une politique du soin porté à chaque individu. Parce que ce qui s'est produit, c'est que pour lutter contre ça, on essaie de retrouver le collectif ancien. On parle collectif, il faut refaire nation, il faut refaire culture, il faut se rassembler autour de la langue, alors que c'est le contraire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de permettre à chaque individu de se réaliser et d'atteindre ce niveau de connaissance et de conscience qui crée immédiatement les désirs de solidarité et les nouvelles voies de solidarité dont nous avons besoin. Nous sommes des sociétés multitransculturelles. Et c'est le trans qui est plus important. Ce n'est pas une juxtaposition de diversité, c'est que dans cette juxtaposition, dans ce rencontre de diversité, l'équation individuelle, chacun prend ce qu'il peut, il vit avec et il produit un rapport au monde, à la diversité, à la langue, à la culture, à la sexualité qui est personnel. Et c'est cette réalité sociétale qui est la nôtre aujourd'hui. Ce qui fait que les politiques culturelles doivent nous éclairer sur cette réalité multitransculturelle et porter un soin tout particulier à l'élévation du niveau de conscience et de connaissance de chaque individu pour retrouver ce renouvellement de la démocratie dont nous avons besoin. Dans l'Arche, il y avait la maman, qui avait beaucoup de la société matrifocale. Il y a quelques textes sur l'enfance, Aurélie. Non, mais par contre, par rapport à oui, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est toujours difficile de lire comme ça. Patrick, ça déferle, et c'est vrai qu'on a l'impression forcément de toucher un petit peu mieux la compréhension de nous-mêmes. Je voulais juste lire par rapport à tout ça un petit passage par rapport justement à toute, voilà, au néolibéralisme, au capitalisme, tout ça. Donc, Patrick Chamoiseau dit « Seulement la paix capitaliste et financière n'est pas la paix. Et voici ce que provoque ce planétaire assombrissement. Exclusion, le rejet, la violence, la bêtise, la haine et l'indécence qui fermentent de partout. Une nuit nous avale, sans alarme, insensible, invisible. Mais au fil de son triomphe, cette barbarie perd de son invisibilité. Oh, que les morts massives en Méditerranée nous décilent le regard. Alors quittons l'invisible et demeurons sur ce que nous voyons. En cet instant crépusculaire, comme depuis des années, comme d'année en année, pour des années encore, des gens, des milliers de personnes, pas des méduses ou des grappes d'algues jaunes, mais des gens, petites, grandes, vieilles, toute qualité de personnes, qui dépérissent et longtemps vont mourir dans les garrots de frontières, en bordure des nations, des villes et des états de droit. Des douleurs tournoyantes se répètent sans fin, de décombres en impasse, sur tous les formulaires connus, signés, autorisés et oubliés, de l'accès au refuge, de la demande d'asile et des droits dits de l'homme. En la personne humaine, la barbarie est naturelle, couleur de fond, ou très froide ou très chaude, sépia ou d'un carmin de manganèse. On s'en lasse, mais sans pouvoir la délasser. On y passe, mais jamais on ne peut la dépasser. Toujours, elle se trouve et se retrouvera en nous, lunaire, solaire, solide et disponible, et toujours d'une longueur
involutive, pile au-devant de nous. Au cœur des richesses urbaines apparaissent les décrochages sociaux. Toute richesse, quelle qu'elle soit, surgit toujours des industries de tous, de vie de travail d'un père ou d'une mère ouvrant à celle d'une fille ou d'un fils qui en prend le relais. Mais l'emploi n'est plus qu'une soumission à un ordre patronal nostalgique des féodalités. Cette richesse qui augmente, s'accumule, lovée au fond des poches de quelques-uns et de leurs héritiers, est pourtant faite par tous. Elle est donc due à tous, à chacun, dès son cri de naissance. Toute naissance est nue, fragile et démunie. Dès lors, toute naissance en ce monde convoque cette générosité, richesse redistribuée dans l'équitable, héritage universel. La liberté, l'égalité, la fraternité, le partage, l'équité, la dignité humaine et le bonheur pour tous sont des forces qui se sont vues construites contre les barbaries. Elles ont nourri les forces imaginantes du droit et se sont formalisées dans des déclarations, des traités, des chartes, des conventions, des accords et des codes nationaux. Ces forces de la décence se sont instituées en balise d'une perspective vers laquelle on chemine, par laquelle on progresse, et elles l'ont protégée de nos défaillances. Les États-nations d'Europe préfèrent dire à la vie qu'elle ne saurait passer. Eux qui ont tant migré, tant brisé de frontières, tant conquis, dominé et qui dominent encore, ils veulent enchouquer la résidence à résidence, misère, terreur et pauvreté humaine. Ils prétendent que le monde, d'au-delà de leurs seules frontières, n'a rien à voir avec leur monde, qu'il n'est pas le leur, qu'il n'est pas leur œuvre et pas leur devoir. L'Europe envisagée comme solitude au monde. L'Europe amputée de sa propre mémoire, se voyant née d'elle-même, se nourrissant d'elle-même, achevée en elle-même, sans besoin de l'humain. Homo sapiens est surtout un homo migrator. Dès lors, l'homme campé sur son seuil, qui ne reconnaît pas l'homme qui vient, qui s'en inquiète seulement, qui en a peur, sans pouvoir s'en enrichir de cette peur et qui voudrait le faire disparaître, a déjà disparu en lui-même. C'est avec la crainte de lui-même qu'il se menace. L'abondance, imaginée solitaire et lointaine, nourrit de fait une pauvreté qui, tôt ou tard, va l'affecter. Nous sommes des êtres humains. Leur mondialisation n'a pas prévu le surgissement de l'humain. Elle n'a prévu que des consommateurs. Sa valeur se résume à son pouvoir d'achat. Elle détrône les valeurs, les visions et les grandes idées sans avoir à produire l'amorce d'une idée. Accumuler sans cesse, et pourquoi ? Pour alimenter une hypertrophie quantitative qui ne concerne qu'elle-même et menace notre survie sur cette planète. La mondialité et pas la mondialisation diffuse en nous la présence d'un invisible plus large que notre lieu, une partie de nous plus large que nous-mêmes. C'est l'inattendu humain, poétiquement humain. La mondialité résiste à la mondialisation et leur démontre que le monde n'est pas à eux. Cette indéfinissable mise en relation avec le tout vivant du monde nous émeut. Elle nous transforme lentement, sans but ni intention, nous offre d'éprouver de plus humaines intensités, une éthique sans grande démonstration, juste soucieuse de beauté. Beauté du gratuit, beauté du geste, beauté de l'attitude, beauté de la pensée, beauté de chaque désir et des aspirations. Ils refoulent les migrants parce que les migrants ne leur laissent pas le monde. Les migrants le leur reprennent. Surgis d'un des ressorts de la mondialité, les migrants nous l'offrent, ce monde, dans leur surcroît de vie, par l'infini du mot « accueil » qu'ils nous forcent à épeler dans toutes les langues du monde. Le migrant se réfugie dans le convoi des containers et dans tous les coins du monde, avec ou sans raison, des files humaines traversent les neiges, les rocailles, les déserts, les tempêtes, se déchiquettent contre les barbelés, assaillent des murs, s'entassent jusqu'à toucher le ciel, excaver des enfers. Sur quoi se fondent les élans migratoires ? Bien sûr, la guerre, la terreur, la peur, la souffrance économique, les désordres du climat,
mais aussi sur l'appel secret de ce qui existe autrement. Qui déjeune avec eux, déjeune au plus vivace de cette planète, demandeurs d'asile, demandeurs de tout ce qui peut manquer aux vertus de ce monde, demandeurs d'une autre cartographie de nos humanités. Contre les états de droit, il nous parle du côté des forces imaginantes du droit, depuis les rives d'un monde où ils ont accosté, qu'ils arpentent déjà et qu'il nous faut construire en nous et alentour de nous. Ce que nous sommes est fait du monde qui a changé, qui change encore selon des rythmes étrangers aux mondialisations. Alors voici une part de la tâche qui n'incombe à personne, mais qui nous fixe tous. Considérer le monde en ses béances qu'allait ouvrir l'esclavage, cette frappe des colonisations contre le genre humain. Penser au monde que nous voulons, au monde imprévisible. Accompagner l'inévitable jonction de tous ces mondes, en deviner les potentialités. Préciser sans forcer nos désirs, identifier sans appuyer cette volonté qui soutiendra chacun de ces désirs, puis les invoquer, ces désirs, comme une inspiration à chaque seconde d'une existence redevenue confiante. Et migrer nous aussi dans les essaims d'images improvisées qui virevoltent comme des lumières en nous. Certains imaginaires virevoltent au quotidien, se rejoignent, abaissent les boucliers, écartent le lacis des racines reptiliennes, s'émeuvent du lointain, élargissent le proche. Ils goûtent à l'inconnu dans l'inconnu qui vient et reconnaissent le frère dans l'inconnu qui vient. La mondialité, elle, nous murmure qu'il n'y a rien à accueillir en dehors de soi-même. La menace se tient dans ces contrées qui, en chaque nation et en chacun de nous, sont devenues inaptes à ce qui est vivant. Je voulais terminer, puis après parler des migrants, on a déjà un petit peu parlé, mais pour dire aussi on aurait pu parler aussi, en une heure, on n'a pas beaucoup de temps d'aborder trop de sujets, sur la matière de l'absence, puisqu'il y a la trilogie sur l'enfance, l'adolescence, tout ça, et la matière de l'absence qui est sur la mort de Maninotte, et tout le... C'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi c'est un livre que j'ai lu, que j'ai eu du mal à finir, parce que naturellement, ça ne parle pas de la mort de ta maman, ça parle de la mort de nos mamans, obligatoirement. Alors on retrouve toute la tribu de la baronne, du frère mathématicien, du frère musicien, un petit peu de toute la tribu. Tout ce travail de sédimentation qui a dû se faire autour de la mer. On peut en dire quelques petits mots puis après on va passer aux migrants. Oui, c'est-à-dire que ce que tout le monde va vivre, c'est la mort de sa mère ou de la mort d'un être aimé. Et ce qui est assez incroyable, lorsque je me suis mis à repenser à ce moment très particulier où ma mère est morte, on retrouve des réflexes qui sont inscrits dans toute l'histoire humaine. Homo sapiens, peut-être même avant Homo sapiens, le rapport à la mort a toujours été le socle à partir duquel l'imaginaire de la conscience humaine va commencer à déployer ses symboles, son sacré, etc. Quand on commence à enterrer les morts, donc on est tellement surpris par ce surgissement de l'impensable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, que Sapiens a toujours élaboré autour de la mort tout un arsenal de rituels, de comportements, des choses qui devaient le préserver de l'impensable. Et que nous dit fondamentalement ce moment où on est confronté à la mort d'un être qu'on aime profondément, c'est que ce qui surgit brusquement à votre esprit, à votre conscience, c'est, je ne dirais pas l'absurdité de l'existence, mais le fait qu'il y a des choses qui dépassent notre esprit et qui dépassent notre entendement et qui dépassent notre acceptation. Alors c'est ça la difficulté. Et en vivant ce moment très particulier, je me suis retrouvé, j'ai eu l'impression de me retrouver, parce que je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie,
à l'émergence de la conscience réflexive, tous ces états de conscience qu'on trouve déjà chez les animaux, chez les végétaux et qui se cristallisent comme ça chez Homo sapiens, je me suis rendu compte que ce qui a véritablement constitué le moment le plus créateur pour Homo sapiens, c'est quand il a été confronté à l'impensable de l'existence, c'est-à-dire l'inexplicable de l'univers. Il ne comprenait pas. Il était à la fois émerveillé par la plénitude de ce qu'il y avait autour de lui, le soleil, le vent, les orages, la nature, les bêtes sauvages, etc. C'est une espèce de plénitude, une vitalité incroyable. D'ailleurs, il sera animiste, il va avoir des dieux et des diables partout, mais il y a un tel émerveillement qui, lui, est associé à la terreur de ne pas comprendre. Et ce qui fait que tout ce qui va produire l'imaginaire symbolique de Sapiens, son sacré, ses religions, l'esprit scientifique, l'esprit philosophique, le désir de connaître, enfin tout ce qui constitue les cultures et les civilisations, ce sont d'une certaine manière des sortes de paravents que l'on met devant l'impensable de l'existant. Et c'est ça qui a été important dans le développement de nos réalités culturelles, civilisationnelles. Mais chaque fois que la mort apparaît, c'est comme si tout ça se déchirait et que l'impensable ressurgissait. Et cette notion de l'impensable est intéressante. Alors, dans les cultures humaines, quand la mort apparaît, c'est comme si on ouvrait brusquement une fenêtre sur l'absurdité, en tout cas l'inconnaissable du réel et du monde. Les cultures traditionnelles ont déployé beaucoup de rituels. Les plus grands rituels, les plus élaborés, les plus magnifiques, servent à se parer de la mort. C'est-à-dire que quand la mort survient, on n'est jamais seul. Les communautés ont produit énormément d'attitudes, de rituels, de gestes, de chants, de productions autour de la mort pour occulter la dimension impensable que ça laissait apparaître. Mais la difficulté, c'est que dans la relation dans laquelle nous vivons, nous sommes éjectés de ces communautés anciennes qui avaient des systèmes symboliques bien élaborés. Nous sommes, à la limite, d'une certaine manière, dans des espaces désacralisés. Nous vivons une réalité où le niveau de conscience et de connaissance a désenchanté le monde. Et nous vivons une réalité où nous sommes, d'une certaine manière, seuls à élaborer notre principe de vie, notre éthique, mais fondamentalement, nous sommes seuls face à la mort qui continue à surgir. Ce qui fait que lorsque on s'est retrouvés, mes frères et moi, devant la mort, on était absolument désemparés. Et ça, on n'avait pas les rites d'initiation, tous les systèmes anciens pour nous permettre de vivre ça. Et ça, c'est très, très, très difficile à vivre. Ce qui fait que moi, je considère, et bon, je décris un peu tout ce phénomène-là, mais simplement pour dire que du point de vue de la relation, le fait qu'aujourd'hui nous sommes des individus, que nous devons construire seuls nos architectures de principes et de valeurs, que nous n'avons plus les rituels collectifs qui nous projettent, etc., nous sommes d'une certaine manière précipités en face de l'impensable. Et l'autre, pour nous, ce n'est pas simplement l'étranger, celui qui a une autre peau, un autre Dieu. L'autre, pour nous, c'est fondamentalement ce qui bouscule les assises de notre esprit et les certitudes de nos conceptions. Et la mort, c'est vraiment le lieu qui nous rappelle à tout moment qu'il y a un impensable. Et je pense que l'esthétique contemporaine, en art, en littérature, au théâtre, partout, c'est véritablement ce qui habitue notre esprit et notre imaginaire à se tenir debout en face de l'impensable, sans les voiles et les béquilles que produisaient les cultures et les civilisations antérieures. Véritablement, et c'est ça la très très grande difficulté. Donc il nous faudrait, d'une certaine manière, rester bien sûr dans la laïcité de l'esprit, mais ce serait comment envisager une sacralisation laïque. Ça, c'est une sacralisation laïque qui, sans les obscurcissements des attitudes symboliques des communautés anciennes, nous permettent de continuer à nous tenir debout en face de ce que nous ne pouvons pas comprendre, en tout cas pas mettre dans des systèmes. Et c'est là que la pensée de Glissant est intéressante, parce que Glissant a toujours essayé de déployer ce qu'il appelait une poétique de la relation, c'est-à-dire le fait que les individus se retrouvent seuls dans des flux relationnels et que l'impact, l'équation communautaire ou l'équation collective est beaucoup moins déterminante que l'expérience de chaque individu dans un système donné. Si l'expérience est puissante, l'individu est solidaire. Il peut construire
de nouveaux ensembles. Si l'expérience est faible, dénaturée par le néolibéralisme, le consumérisme, à ce moment-là, on a un délitement, une atonie sociale, une perte de solidarité, un affaissement de la démocratie. Enfin, on a plein de catastrophes. Mais la poétique de la relation, c'est véritablement quelque chose qui permettait à Glissant d'échapper aux pensées de système ou au système de pensée. Une pensée de système qui est le propre pratiquement de toutes les communautés, mais qui a été très puissante en Occident, la pensée de système, c'est ce qui occulte totalement l'imprévisible, l'impensable du monde, l'inatteignable du monde. La pensée de système donne une explication totalitaire des choses. Et on règle d'une certaine manière tout le réel avec cette pensée de système. Alors que la poétique, une poétique, c'est autre chose. C'est là que la culture et les arts sont importants, parce que la poétique fréquente l'inconnaissable, accepte l'imprévisible, accepte l'inatteignable et reste debout quand l'impensable surgit et se nourrit de l'impensable pour la création d'une esthétique nouvelle. Et bon, c'est toute la difficulté de l'imaginaire contemporain. La matière de l'absence. Légendaire du grand âge. Ceux qui vivent longtemps se nourrissent de l'absence, me confie la baronne, ma grande sœur, tandis que nous passons l'entrée du cimetière. Leur regard reste attaché à ce qui leur manque, à ce qu'ils ont perdu. Dès lors, submergés par les rides, éclairés de sourires devenus enfantins, leurs pupilles reflètent autant de vulnérabilité tendre que d'innocence gourmande. Et ces deuils, ces ruptures et ces manques qui assaillent nos survies ordinaires, qui nous abîment ainsi, semblent, en ce qui les concerne, n'aller que dérivant de part et d'autre de leur durée, tel l'impressionnant sillage d'une force en chemin. Ils en sont riches comme d'une source impossible que seule leur mémoire magicienne aura pu transformer en substance. Et ce sillage, mon cher, est une célébration. Mais ceux qui vivent longtemps sont aussi grignotés par l'absence, continue la baronne. Ils épaississent sans doute dans l'invisible, car leur corps, tout ce que l'on voit d'eux ou qui émane de ce qu'ils sont, s'en va en diminuant. Ils sont en devenir dans quelque chose qui les efface, ce trou noir des pertes, des ruptures et des manques, dont ils ramènent l'étonnant paradoxe et le triomphe ténu de leur durée. Et donc, cher Négrillon, c'est ainsi que la baronne l'appelle, ceux qui vivent longtemps se rapprochent d'un mystère. Je lui soupire, ma chère baronne, l'absence nous frappe toujours. Je pense à la naissance, à ce surgissement aux lumières orphelines après le cocon utérin. Je pense aux attachements qui nous construisent et se dissipent, quoi qu'il arrive, aux amitiés qui vous soulèvent et qui se perdent, à ces hommes, à ces femmes, existence animale ou végétale, qui constituent notre paysage cordial et qui, lentement, à tous les coups, se désagrègent. Et puis je pense à l'amas grandissant des rêves demeurés sans sortie, aux décombres impalpables de l'espoir, aux attentes évidées mais tenaces dans le frisson de leur guenille, tous ces désirs jamais réalisés mais en même temps jamais abandonnés, qui s'entassent sans être visibles autour des illusions perdues. Cela installe comme un creusement qui se nourrit de lui-même et qui persiste dans ce qui nous est donné. Et si nos vies s'ébrouent quand même dans un flot d'abondance, tant de lumière, tant de fruits et de chants, tant de sentimentalité bouleversante, tant d'espérances renouvelées, rien ne comble vraiment l'immensité de ces pertes. Elles ouvrent d'étranges passages à tout jamais ouverts, au bord desquels nous restons interdits. Que chantent ces béances sans adresse, qui ne s'ouvrent que vers nous, en nous-mêmes et pour nous? Que diffuse-t-elle au plus sensible de nous? Et quelle est cette chose que produit la mémoire autour de ce qui manque? Cette nacre sans quintessence connue qui, sitôt les premières frappes, nous habite pourtant et que nous habitons. Ceux qui vivent longtemps n'ont plus besoin de ces questions, me répond la baronne.
tout comme notre maninote, oh, qu'aucune grâce ne soit pour elle tarie. Tout comme notre maninote, ceux qui vivent longtemps ont connu le martèlement des joies et des douleurs. Leur décor d'existence est un ensemble de triomphes et de défaites, répertoriés dans un unique langage, une parlure sans alphabet. De chacune de leurs blessures ne surgit que la rosée d'une candeur sans contraire. Tout leur manque et tout leur est donné. Ils sont autant de ce qui leur manque que ce qui leur demeure. C'est pourquoi je les observe autant et chaque fois, devinant leur étrange consistance, cette dissipation cumulative dans cette concentration de vie, je me demande, bon Dieu Seigneur, mais quel est ce mystère? Et je cherche une réponse. Mes négrillons, ceux qui vivent longtemps, n'ont pas besoin de cette réponse. Ils avancent dans une ronde qui s'aiguise, se précise à chaque tour d'une durée qui ne semble plus bouger, sans commencement dont ils vaillent de se souvenir et sans fin prédictible, bien qu'elle soit attendue. Et donc, l'absence dont ils font leur pâture ne saurait être une question, encore moins une réponse. Et si cela ne tenait qu'à eux, rien ne serait à raconter, rien ne serait à écrire. Ils sont maîtres et victimes de l'absence. Je lui dis, baronne, depuis la mort de Maninote, notre mère, l'absence fondamentale, nous l'avons éprouvée, nous la partageons. Qu'en avons-nous fait? Et quelle est cette douloureuse provende? D'accord, oublions les questions, désertons les réponses, mais essayons malgré tout d'entrer dans cette ronde restée comme grande ouverte, d'y risquer une parole, même sans mander de répondeur, juste soucieux de respirer et de sourire au souffle de ce qui n'est nulle part et qui pourtant subsiste. Nous fîmes cercle autour de Maninote, autour d'elle. Nous fîmes vie autour d'elle. Nous fîmes amour, tristesse, détresse. Nous fîmes refus, protestation, résignation, disparition. Nous fîmes courage et lâcheté. Nous fîmes tout ce que l'on fait quand on ne sait quoi faire. J'avais toujours pensé que Maninote serait revenue me voir par le flot de mes rêves. Dans le légendaire des vieilles croyances créoles, il est dit, affirmé, que ceux qui sont partis reviennent vous faire des signes après leur enterrement. Signes pour dire leur bien-être ou pour infliger une persécution. Signes de lumière tranquille ou virée revancharde pour vous tirer les pieds. Mais Maninote n'était jamais revenu. Tout en nous s'efforçait de lui restituer ce qu'elle nous avait donné, de conjurer ainsi l'immobilité abyssale qui n'était pas elle, mais l'ultime socle de ce qui restait d'elle. Il y a ce geste des paupières que l'on abaisse sur le miroir déclassé des pupilles, celle qui fixe l'inconcevable, se perd dans rien et que plus rien n'habite. Comment ne pas vérifier si quelque chose avait changé dans l'ordonnance du monde? Mais tout était en place, atténué et comme anesthésié, mais parsemé de précisions aiguës, quasi involontaires. Le soleil cristallin de janvier, une odeur de crésil, un des derniers vont dessous une cloche de datura, l'asphalte tiède, les bois morts, les tôles rouillées, la faible brise qui annonçait déjà l'asphyxie du carême, les rosées égrénants de merveilleuses sur les feuilles de laurier. Comme il était très tôt, les circulations automobiles n'avaient pas encore tout avalé. De la voiture, défilant de part et d'autre, on devinait la quiétude des jardins, une lueur d'ampoule à l'arrière d'une persienne, le bord de la route livré aux herbes folles et aux petites ordures. La ville perdait ses immobilités dans une marée d'éveil. Tout était en place. Ce qui venait de survenir, pour nous, n'était pas en mesure de troubler le cours normal des choses. Aucune alarme, pièce d'éraillement. Il n'y avait que nous qui flottions, éjectés d'une ultime innocence un peu déracinée,
avec la sensation d'être parfaitement singulier et tout à fait insignifiant dans le flux impassible de ce qui continuait à vivre. Ces instants étaient tellement collés à moi que je n'avais pu y accéder. Se voir acculé à l'instant, s'y retrouver comme confiné, vous empêche de différer ce qui s'impose à vous, sans pour autant vous l'accorder. Maintenant, après toutes ces années, cette distance nécessaire, j'essaie de les explorer pour de bon, ces instants, en percevant combien je m'étais engloutie en eux et combien je les avais perdus. Ne me resta que la sidération lente, que l'effroi immobile. Non pas la douleur de l'enfant qui vous enflamme comme un banc d'oxygène, ni celle de l'adulte qui ne rencontre que des raideurs fragiles, mais la stupeur plénière, celle qui avale et qui digère les horizons. Les oiseaux chantaient encore, ceux qui ne chantaient pas s'émerveillaient en sautillant, des abondances de la lumière. Et le jour tout entier avait ce goût d'enfance dont parle Césaire. Tant qu'elle avait été là, il nous avait été possible d'être des enfants. Qu'elle soit là préservait pour chacun la part intime de rêve dont elle avait, jour après jour, ressoudé les fêlures. Elle avait constitué le bouclier posé sur nos arrières, un bois d'accorage dans la pente de nos vies. Sa disparition nous exposait au vent violent. Chacun se retrouva forcé à être ce qu'il était devenu, de continuer avec, poursuivi par l'abîme. Elle clôturait l'enfance ainsi, d'un coup, sans précaution. Pour désigner une chose impitoyable, la langue créole dit « sans maman ». Nous nous retrouvâmes rassemblés, cette proximité la reconstituait, elle, vaste corps qui nous englobait tous. C'est dense à raconter, hein. Je vous souhaite vraiment, lisez-le. L'écriture, ça peut être un lieu de retour à soi-même, un lieu d'évasion. On dit que quelquefois, lire, c'est prendre des nouvelles des autres. Écrire, ça peut être aussi donner des nouvelles des autres. Nous, Antillais, du fait que l'on soit le produit d'une histoire éclatée, nous sommes déjà composites. Le pluriel est déjà présent. À partir de cette nouvelle complexité, Édouard Glissant s'est rendu compte que tous les peuples, les civilisations et les individus se déplacent et se rencontrent. Il y a véritablement un processus de mise en relation généralisée. L'idée est de savoir comment penser son identité lorsqu'on est dans un flux relationnel permanent. La notion de tout monde nous indique le nouvel espace à partir duquel et dans lequel nous devons vivre. C'est la totalité du monde. C'est une manière d'introduire un petit peu ton livre Frères migrants. Montaigne disait « Tout homme est mon compatriote ». Frères migrants parle naturellement de toutes ces choses-là, de terre d'accueil, de devoir d'accueil, de droit d'accueil, de constitution, de frontières. On joue un spectacle d'un auteur qui s'appelle Matej Vichnek, que l'on a joué à Avignon, et le spectacle se termine par cette phrase-là où les migrants disent « On choisit de passer par la mer parce que c'est le seul endroit où vous ne pouvez pas mettre de barbelés ». Frères migrants. Oui, moi j'ai écrit ce texte pour essayer de réinstaller une évidence. Et l'évidence, c'est la chose qui m'a toujours, qui me surprend toujours, qui m'a surpris lorsque je regardais l'histoire des Antilles, qui est une histoire née de la colonisation, où on a eu la traite des nègres, des millions d'Africains ont été traités, donc c'était une migration épouvantable et forcée. Lorsqu'un conquérant arrivait sur les rives comme ça, des rives nouvelles, il découvrait un autre continent. Et il y avait des êtres humains qui venaient vers eux, ils trouvaient des sociétés, des civilisations, des cultures, des langues, des dieux, etc. Et il y a toujours un phénomène qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils étaient tellement dans leur absolu identitaire, entre guillemets, qu'ils ne voyaient pas l'humanité. Ils voyaient venir des peuples, mais pour eux, ce n'étaient pas des êtres humains. Ils ne reconnaissaient pas l'être humain.
Et chaque fois qu'on a des tueries massives, des catastrophes, des génocides, les camps d'extermination nazis, la donnée fondamentale, c'est que l'humain a disparu. Et on est menacé par cette barbarie-là. Et l'idée que nous nous faisons de l'humain, c'est une construction permanente, quelque chose que nous devons interroger en permanence. L'interroger contre les barbaries anciennes qui peuvent nous occulter le rapport à l'humain, le rapport à l'autre, nous enfermer en nous-mêmes, mais aussi nous aurons à lutter contre les accélérations scientifiques, ne serait-ce que le surgissement de l'intelligence artificielle, qui fera beaucoup mieux que nous, qui pourrait, d'une certaine manière, définir ce qu'est l'être humain. Face à cette intelligence artificielle, nous aurons aussi à définir et à exalter et à cultiver ce qui est irréductible dans l'humain et ce qui fait de manière irréductible l'humanité. Donc nous avons toutes ces grandes questions-là. Mais nous avons à lutter contre cette vieille barbarie qui, à certains moments d'une histoire, d'un développement, d'une idéologie, d'une conception globale, nous efface la réalité humaine. Alors des milliers de personnes meurent dans la Méditerranée et on ne voit pas la mort. Quand on prend des décisions en Europe, on prend toutes sortes de décisions, on déploie des gardes-frontières, on donne de l'argent aux Turcs, enfin on fait toutes sortes de catastrophes. Il y a une loi, la loi d'asile, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est aussi une barbarie, qui est en train de rentrer dans des choses inhumaines. On dirait que ces gens-là ne voient pas la mort, ils ne voient pas mourir les gens, mais ils ne voient même pas que ce sont des êtres humains. Et c'est ça une des fonctions peut-être de l'approche poétique, parce que l'approche poétique, c'est toujours une saisie de la totalité d'une perception et la totalité de l'instant. Ce qui fait que quand on a une approche esthétique, une approche artistique, un rapport à la beauté, on a la totalité des possibles, l'irrationnel, le hors-conception, ce qui est au-delà de l'ordre, ce qui est au-delà du cri, ce qui se trouve dans le silence, ce qui se trouve dans l'invisible, tout ça est présent dans la vision de l'artiste. Et cette vision, elle est précieuse parce que cette vision est tellement complète dans le rapport à l'instant que nous vivons que l'humain n'est jamais perdu de vue. Et c'est ça ce qu'il y a de plus précieux dans la littérature, et comme dans tous les arts, c'est qu'à tout moment, cette force de vision nous restitue et rend sensible la présence de l'humain. Mais lorsque l'idéologie la plus dominante devient l'économie, qu'on rentre dans des logiques qui sont des logiques purement économiques, qu'on se met à quantifier des flux, des reflux, des sécurités, des ceci, etc., on perd de vue cette dimension-là. Et on est dans une telle logique consumériste que les cultures, que l'action culturelle, que la politique culturelle, que la vision artistique, tout ça est considéré comme faisant partie des ornements comme ça de la vie sociale et qui ne sont pas des choses déterminantes. On va mobiliser toutes sortes d'experts, sauf la vision et la connaissance artistique. Donc l'idée était de se dire que face à des phénomènes comme ceux-là, où la mort surgit massive, tolérée, acceptée, même d'une certaine manière aggravée par des lois scélérates, c'est qu'il y a une perte de l'humain et il nous faut la vision du poète, la vision des artistes et cette sensibilité particulière qui rappelle simplement une évidence. Ce ne sont pas des flux d'algues, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas, je ne sais pas, ce n'est pas une migration de sardines. Ce sont des êtres humains qui viennent comme ça, qui meurent, qui perdent leur dignité, qui couchent sur les trottoirs de Paris, qui sont maltraités par les policiers tous les jours, qui sont entassés comme des bêtes, des enfants, qui sont en rétention administrative et on va encore augmenter. Non, c'est des réalités qui sont tellement barbares et tellement inconcevables qu'il faut simplement la vision poétique et il faut leur rappeler que là, nous sommes en face d'une réalité humaine. Parce que je n'aime pas tellement cette approche. Je pense que la décence de l'esprit, c'est véritablement pouvoir s'émouvoir sans ramener les choses à soi. Mais lorsqu'on commence à laisser mourir des êtres humains, tôt ou tard, si on accepte la mort massive de milliers de personnes, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il y a une même logique de même nature va occulter l'humain je ne sais où et va nous menacer directement. Oui, c'est ça qui est la grande difficulté. Donc ce texte était de dire, il y a une vision artistique, il faut que les poètes, les écrivains, les artistes, les photographes, parce que ça m'a frappé aussi, lorsque le massacre a commencé,
il y a eu un moment de saisissement lorsqu'un photographe absolument génial a photographié le petit Aylan là, qui était couché. Où il y a eu beaucoup de photos de gens morts, d'enfants morts, etc. Mais cette photo avait une grâce particulière. On devrait l'étudier dans toutes les écoles. C'est parce qu'elle a comme... L'enfant est couché dans le sable. C'est un truc à la fois terrifiant et puis une sorte d'enchantement qui réveille la totalité de l'esprit, à tel point qu'il y a eu une sorte de un surgissement de l'humain tel que tout le monde est resté d'une certaine manière horrifié, brusquement horrifié, que l'Allemagne a accueilli du coup 2 millions de personnes, etc., etc. Mais on voit bien que la simple vision artistique, le seul regard comme ça d'un artiste sur une réalité peut nous révéler des choses que nous ne voyons plus et que nous ne ressentons plus. Donc, Frères Migrants, c'est véritablement dire que dans la perception, dans l'organisation, dans les complexités auxquelles nous avons à faire face, il nous faut cette vision esthétique, cette vision artistique, des politiques culturelles très fortes et ne pas renoncer au principe. Le principe, c'est que il n'y a pas d'organisation sociale, il n'y a pas d'organisation juridique, il n'y a pas de, je dirais, de logique qui vaille, qui permette que des êtres humains meurent. C'est ça la base de cette intervention. Et par rapport à ce que... Et juste une petite question, par rapport pour faire un lien là, par rapport au livre justement La matière de l'absence et puis par rapport à Frères Migrants, est-ce qu'on ne devient pas justement inhumain à chaque fois qu'on se sent impuissant, à chaque fois qu'on n'a pas de réponse et on s'appuie sur le concret, on s'appuie sur des choses tangibles et forcément tout ce qui est poétique, ça paraît pour certains esprits certainement pas assez fort, certainement pas assez... palpable et voilà, quand la mort nous tombe dessus, effectivement, on peut devenir voilà, des dépressions, des je ne sais quoi. Quand cet afflux de vie vient nous perturber et qu'on se sent de nouveau impuissant, on retombe dans l'inhumain. Donc est-ce que justement cette vision poétique, ce regard artistique... Voilà, c'est ça l'intérêt de la littérature, de la musique, des arts en général. C'est que chaque fois qu'on a un dessèchement de l'imaginaire, c'est-à-dire cet imaginaire n'est plus capable de prendre en compte la totalité des données, et notamment la donnée humaine, et que cet imaginaire va s'auto-justifier et se satisfaire de mesures inhumaines, et même les glorifier sous prétexte de rationalité, de pragmatisme, je ne sais de quelle efficacité, c'est qu'on a un dessèchement de l'esprit qui ne peut être revivifié que par... je dirais, l'effervescence poétique. Et l'effervescence poétique, c'est ce qui restaure les assises de notre esprit. Et les assises de notre esprit, elles sont dans le sensible, elles sont dans la compassion, elles sont dans la solidarité, elles sont dans le désir de l'autre. Et bien sûr, il y a toujours la peur de l'autre, mais dans la base de l'esprit, il y a aussi cette fascination pour l'autre qui nous amène quelque chose de différent. Et ça, lorsque ça a disparu, il est important de voir je dirais le surgissement esthétique, c'est-à-dire le surgissement de la beauté. Parce que c'est ça, en fait, la beauté. La beauté, c'est un surgissement de choses qui bouleversent un ordre établi et qui réveillent la totalité d'un mental et qui réveillent la totalité d'un imaginaire. Et chaque fois qu'on a eu un surgissement de beauté dans l'art, on a eu un élargissement de la perception humaine et un élargissement de la conscience. Comme si le côté inhumain, c'était les fameux voiles dont tu parlais, des voiles, voilà. Oui, parce que Sapiens, très rapidement, se construit des logiques. Et la logique ultralibérale aujourd'hui, qui est une logique basée sur des principes économiques, qui n'a qu'une fonction, c'est le fonctionnement du marché, qui ne fait pas la paix. Et tout le reste n'a pas tellement d'importance. Mais cette logique-là, d'une certaine manière, provoque un obscurcissement de l'esprit et un appauvrissement des assises mentales. Et c'est pourquoi il faut se battre pour que toutes les politiques publiques intègrent le culturel, le livre, les arts, ce que nous faisons aujourd'hui, quoi. Frères Migrants, d'ailleurs, se termine par la déclaration des poètes. Les poètes déclarent, ni orpheline, ni sans effet, aucune douleur n'a de frontières.
le plus précieux. Sont un hommage. Il y a des souffleurs au théâtre. Chez qui l'on passe. De l'histoire humaine. Sa force d'agir se doit d'en prendre le plus grand soin. Oui. Peut garantir les droits fondamentaux. Ouais. Native. Ni restera en marge d'une citoyenneté, chaque citoyenneté le touchant de ses grâces. Et celle-ci, soucieuse de la diversité du monde, ne sera décider des outils et bagages culturels qui lui plaira de choisir. Quelles que soient les circonstances, un enfant ne saurait naître en dehors de l'enfance. Qu'une enfance soit le sel de la terre, le sol de notre sol, le sang de tous nos sangs. Qu'une enfance rentre partout chez elle, comme la respiration du vent. Le salubre de l'orage, le fécond de la foule, priorité en tous, filière d'emblée et citoyenne d'office. Les poètes déclarent que les frontières ne signalent qu'une partition de rythme et de saveur, qui ne pose que pour, qui ne pose pas mais qui accorde, qui ne sépare que pour relier, qui ne distingue que pour rallier, et que dès lors aucun cerbère, aucun passeur n'y trouvera à sévir, aucun désir n'y trouvera à souffrir. Frères migrants, qui le monde vivait, qui le vivait bien avant nous, frères de nulle part, ô frères déchus, déshabillés, retenus et détenus partout, les poètes déclarent en votre nom que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des infimes impulsions. Que l'effort est en chacun dans l'ordinaire du quotidien, que le combat de chacun est le combat de tous, que le bonheur clignote dans l'effort et la grâce de chacun, jusqu'à nous dessiner un monde où ce qui se verse et se déverse par-dessus nos frontières Se transforme. là même, de part et d'autre des murs et de toutes les barrières, en 100 fois, 100 millions de lucioles. Une seule Une pour seule pour maintenir l'espoir à la portée portée de de tous. tous.
l'ampleur de cette beauté contre les forces. Voilà. Voilà la déclaration des poètes. Donc, comme le disait justement Patrick, notre ami Prévert disait que la culture, c'était le superflu, certes, mais le superflu indispensable pour vivre. Alors gardons les petites lucioles dans nos têtes et n'oublions pas de temps en temps de rallumer les étoiles. Merci à vous.